Dans l'espace, où des milliards d'étoiles dansent dans les vastes étendues, se produit un phénomène extraordinaire et d'envergure, la formation des planètes. Imaginez comment, dans cette lumière silencieuse des étoiles, des nuages de gaz et de poussière apparaissent, se rassemblant lentement mais inexorablement pour former des systèmes stellaires. Ce processus, qui semble éternel à l'échelle humaine, dure des milliards d'années, tandis que pour l'espace, c'est un simple instant. Regardons cela à travers l'échelle du temps. Si un an de l'histoire de la Terre équivalait à un jour, le processus de formation des planètes s'étendrait sur une éternité. À l'intérieur de ces vastes nuages composés d'hydrogène, d'hélium et d'autres éléments, le mouvement devient intense. La gravité, comme un puissant chef d'orchestre, contrôle ce chaos, attirant les particules les unes vers les autres, ce qui conduit à la formation d'un noyau de futures planètes. Pendant des millions d'années, ces noyaux croissent, capturant de plus en plus de matière et se formant progressivement en masse qui deviennent de plus en plus stables à chaque instant. Imaginez ces amas de matière qui se mettent à tourner, créant non seulement des planètes, mais aussi des satellites, des comètes et des astéroïdes. Chaque élément que nous trouvons sur Terre a un jour fait partie de ce spectacle cosmique où les étoiles et les planètes, comme des musiciens d'un orchestre, jouent leur rôle dans une symphonie que nous avons peine à comprendre. À ce moment-là, dans les profondeurs de l'espace, naissent non seulement des pierres et des métaux, mais des mondes entiers où la vie se développera par la suite. Dans ce processus silencieux et majestueux, il y a quelque chose de mystérieux qui nous fait réfléchir à notre place dans cet vaste univers. Nous étudions non seulement les formes physiques, mais aussi le temps, scellé dans chaque fragment de minéral, chaque goutte d'eau. Tout ce temps, lorsque nous regardons les étoiles, nous ne nous contentons pas d'observer, mais nous devenons partie de ce grand processus cosmique. Nous sommes à la lisière de la découverte, comme si nous participions à la formation d'une nouvelle planète, similaire à celle sur laquelle nous vivons. Chaque planète, chaque satellite et chaque astéroïde porte en lui son histoire, qui commence dans les vastes étendues. C'est une histoire pleine de mystères et de découvertes qui nous attendent dans les profondeurs de l'espace. Dans ce contexte, notre chemin d'étude de la Terre et de sa formation devient une partie d'une plus grande toile que nous devons encore déchiffrer. Le temps, comme un enseignant implacable, nous révèle ses secrets et nous commençons à comprendre à quel point notre place est grande dans cette vaste existence. Dans ce voyage cosmique, plein de merveilles et de découvertes, nous ne sommes qu'une petite étincelle dans le grand feu de l'existence. Dans l'espace environnant, composé de gaz et de poussière, s'est formé un disque protoplanétaire autour du jeune Soleil il y a environ 4,5 milliards d'années. Un immense nuage, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, a commencé à tourner sous l'effet de la gravité et sa vitesse de rotation a augmenté à mesure que le nuage se contractait. En conséquence, la température au centre du nuage a augmenté, atteignant des milliers de degrés Celsius, ce qui a déclenché des réactions thermonucléaires. L'énergie libérée par ces réactions a créé un éclat lumineux qui contrastait avec l'obscurité de l'espace. Les particules de poussière et de gaz ont commencé à se condenser, formant un disque d'une largeur de plusieurs millions de kilomètres. Dans ce disque, la matière en rotation à différentes vitesses subissait des collisions et des combinaisons, créant un spectacle majestueux de la danse de la matière dans l'espace. Les plus petites particules, s'entrelaçant pour former des objets plus grands, se transformaient en planétoïdes, qui se combinaient ensuite pour former des protoplanètes. La formation de ce disque a également conduit à l'apparition de divers gradients thermiques, où près du Soleil régnait une température élevée, tandis que sur des distances plus éloignées se formaient des comètes glacées et des géants gazeux. Ce processus a duré des millions d'années, et au fil du temps, le disque a évolué, formant le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. La luminosité du disque, combinée avec l'immensité des espaces noirs de l'espace, créait un spectacle fascinant pour les anciens astronomes et les scientifiques modernes. À ce stade de l'évolution cosmique, chaque particule jouait un rôle unique dans la formation des futures planètes, des lunes et d'autres corps célestes qui ont rempli notre système solaire.
Pendant la formation du disque protoplanétaire, il y a eu également une libération significative de chaleur, permettant aux particules de rester en mouvement et de ne pas s'accumuler à la surface. Ce déséquilibre dans la distribution de l'énergie et de la matière créait des conditions propices à la formation de structures complexes telles que les planètes, les astéroïdes et les comètes. Par exemple, à une distance d'environ 3 unités astronomiques du Soleil, où la température était plus basse, ont commencé à se former des corps glacés qui ont ensuite constitué la base pour la formation des géants gazeux comme Jupiter et Saturne. Ce processus cosmique, plein de mouvements lents mais inévitables de la matière, a formé la base de tout ce que nous savons sur notre système solaire. L'étude du processus d'accrétion est une immersion dans un lent et majestueux ballet de particules cosmiques qui se déroule sur des millions d'années. L'accrétion commence lorsque des particules microscopiques, composées de divers éléments et composés, entrent en collision dans l'espace sans air. Ces collisions, bien qu'elles se produisent à grande vitesse, semblent ralenties lorsque nous les observons à l'échelle du temps cosmique. Les particules ayant une masse commencent à s'agglutiner les unes aux autres sous l'effet de la gravité et des forces électrostatiques. Par exemple, la collision de deux particules peut conduire à la formation d'un minuscule caillou d'à peine quelques millimètres de diamètre. Ce processus se répète, car les cailloux formés commencent à attirer d'autres particules, augmentant ainsi leur taille. À la suite de ce processus constant de fusion, des corps plus grands, tels que les astéroïdes et les planétoïdes, se forment au fil des millions d'années, pouvant atteindre plusieurs kilomètres de diamètre. Imaginez si nous pouvions observer ce long et presque hypnotique processus. Dans les vastes espaces de l'univers, des milliards de particules tournent lentement et entrent en collision, créant des étincelles lorsqu'elles se combinent et formant de nouvelles formes de matière. Ce mouvement rappelle un lent et fluide tourbillon où chaque nouvelle particule contribue à la formation d'un objet plus grand. Le temps semble ici presque infini, et bien que le processus d'accrétion dure des millions d'années, chaque collision est un moment de création qui nous approche de la formation d'une planète complète. Il est intéressant de noter que dans cette chaîne d'événements, même les plus petites particules, comme la poussière cosmique, jouent un rôle clé et peuvent devenir la base de la formation de géantes planètes. Lorsque, à la fin de ce processus, une planète se forme, elle commence à interagir avec son environnement, attirant d'autres objets et s'intégrant dans un système dynamique qui pourrait devenir une partie du système solaire. Ce processus d'accrétion sert de base non seulement à la formation des planètes, mais aussi d'autres corps célestes, tels que les satellites et les comètes, qui apparaissent également à la suite du travail lent et inexorable de la gravité. Au cours de la formation des planétoïdes, qui sont les premiers grands corps dans le disque protoplanétaire de plusieurs kilomètres de diamètre, la gravité commence à jouer un rôle de plus en plus important. Ces objets primaires, composés de matière rocailleuse, commencent à attirer vers eux le matériau environnant, créant des amas de plus en plus importants. Lorsque le diamètre des planétoïdes atteint une centaine de mètres, leur attraction gravitationnelle devient suffisante pour attirer de plus en plus de particules autour d'eux. Cela conduit à la formation de nombreux corps solides qui orbitent autour de leur centre, comme des roues cosmiques tournant dans l'immensité de l'espace. Imaginez un cosmos rempli de milliers de ces corps rocailleux, chacun étant unique. Certains sont recouverts d'une couche de poussière et de météorites, d'autres scintillent de taches métalliques, rappelant des étoiles dans le ciel nocturne. Sur fond de cette immensité silencieuse, où parfois des comètes glissent avec leur queue, les planétoïdes représentent des oasis de solidité et de stabilité. La gravité, agissant comme une main invisible, attire inexorablement les corps déjà formés vers les centres, créant ainsi la base pour la formation des planètes. Ces objets, partant de petits cailloux, grandissent progressivement jusqu'à atteindre les dimensions nécessaires pour être considérés comme des planètes à part entière. À ce moment-là, dans le disque protoplanétaire, des collisions constantes entre planétoïdes peuvent entraîner la formation d'objets plus grands, tels que des protoplanètes. Ce processus, qui a commencé il y a environ 4 milliards d'années, est devenu le fondement de la formation du système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui.
À chaque nouvelle formation de planétoïdes, des conditions pour de nouveaux changements étaient créées, et chaque de ces corps jouait un rôle dans le grand jeu qui a finalement conduit à la création des planètes, y compris notre Terre. À ce stade, dans l'espace, on pouvait déjà observer la formation des premiers grands corps qui deviendront la base des planètes peuplées de notre système solaire. De nombreux petits planétoïdes composés de poussière, de glace et de rochers se sont progressivement agglomérés pour former la prototerre, un processus comparable à un lent mais sûr réveil d'un géant. Pendant des millions d'années, sous l'influence des forces de gravité, ces petits morceaux de matière ont commencé à se heurter et à se combiner. Chaque rencontre engendrait de nouveaux corps qui, à leur tour, devenaient plus grands. C'était comme si des gouttes d'eau s'accumulaient pour former un ruisseau qui devient ensuite une rivière. Ces combinaisons ont conduit à la formation d'objets de plus en plus massifs qui, comme une mosaïque, se sont assemblés pour créer une structure de plus en plus complexe. À cette étape, l'espace était marqué par un ordre extraordinaire. Chaque élément trouvait sa place dans cette vaste toile. Progressivement, sous l'effet de la chaleur dégagée par les collisions et de la radiation des étoiles environnantes, des processus de différenciation ont commencé, où les éléments plus lourds, comme le fer, se sont enfouis au centre, tandis que les éléments plus légers, comme le silicium et l'oxygène, remontaient à la surface. Cette différenciation a permis à la prototerre de commencer à acquérir ses premières couches, le noyau, la mantelle et la croûte. Dans ce contexte, non seulement la planète se formait, mais aussi son atmosphère, composée d'hydrogène et d'hélium, qui était progressivement remplacée par des gaz plus lourds comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Le temps passait et de l'ordre naissaient des formes qui deviendraient la base de la vie. La prototerre, entourée de nuages de poussière et de gaz, ressemblait de plus en plus à la planète que nous connaissons aujourd'hui, mais elle avait encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre sa maturité. Ce processus de formation, comme l'univers lui-même, était lent et inévitable, s'écoulant en silence dans l'espace pendant des millions d'années, créant les conditions pour que la vie puisse un jour apparaître sur cette jeune planète. À la suite de ces longs processus, une surface solide se forma qui deviendrait la base des futurs océans et continents, ainsi que de la vie qui apparaîtrait des milliards d'années plus tard. Aux premières étapes de la formation de la Terre, il y a environ 4 milliards et demi d'années, un événement majeur de l'histoire de notre planète a eu lieu, un hypothétique gigantesque impact avec la protoplanète Theia. Cette planète géante, de taille similaire à Mars, s'approchait lentement de la Terre sur son orbite. Le processus d'approche des deux corps planétaires s'est étiré sur des millions d'années, et pendant cette période, ils ont croisé leurs orbites, créant un impressionnant ballet cosmique. Enfin, le moment inévitable de la collision est arrivé. Ce n'était pas simplement une destruction, mais un phénomène cosmique majestueux où la collision de deux corps massifs a libéré une quantité colossale d'énergie. Au moment de l'impact, la température à la surface atteignait des milliers de degrés Celsius, et à ce moment-là, des roches fondues et des gaz étaient éjectés dans l'espace à une vitesse incroyable. Les fragments de la Terre et de Theia se sont dispersés dans l'espace, formant un nuage de matière fondue qui est devenu la base de la Lune. Ce nuage, composé de particules métalliques et silicatées, orbitait autour de la Terre, formant un disque d'accrétion où se déroulaient des processus complexes de refroidissement et de condensation. En conséquence, de grandes vagues de matière fondue, formées par la collision, ont créé un nouveau paysage qui est devenu la base de la formation de la Lune. Les modèles scientifiques montrent que ce cataclysme a entraîné la formation de nombreux débris dans l'espace, certains devenant des satellites d'autres planètes, tandis qu'une partie est revenue sur Terre, apportant des éléments supplémentaires à sa composition. Des scientifiques comme Christopher Cohn et ses collègues de l'Université du Texas ont étudié la composition isotopique des roches terrestres et lunaires, confirmant cette hypothèse. Ils ont découvert que les isotopes d'oxygène trouvés à la fois sur Terre et sur la Lune sont virtuellement identiques, ce qui indique une origine commune. Cette hypothèse d'un gigantesque impact non seulement explique la formation de la Lune, mais révèle également les processus complexes qui se sont déroulés dans le système solaire primitif, lorsque les planètes se formaient et changeaient sous l'influence des interactions gravitationnelles et des collisions.
Tout ce processus a formé la base de la compréhension de la manière dont la Terre a acquis sa structure et son atmosphère actuelle, ce qui a été un déclencheur pour l'émergence de la vie sur la planète. Des débris, éjectés à la suite d'un gigantesque affrontement entre la jeune Terre et une planète de la taille de Mars, connue sous le nom de Thèbes, ont marqué le début de la formation de la Lune. Ce coup catastrophique, survenu il y a environ 14 milliards d'années, a laissé une immense quantité de matière qui a commencé à orbiter autour de la Terre. Au cours de ce processus de formation, les particules éjectées, composées de roches et de métaux, ont progressivement formé un disque d'accrétion où les particules se heurtaient les unes aux autres, augmentant ainsi leur masse et leur attraction. Ce processus ne s'est pas déroulé instantanément. Des millions d'années ont été nécessaires pour que les petits fragments commencent à se combiner, formant des corps plus grands. Petit à petit, ces corps, atteignant des tailles de plusieurs kilomètres de diamètre, se sont assemblés en un tout, formant progressivement le satellite que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lune. Dans cet espace cosmique rempli de chaos, un travail majestueux a eu lieu pour créer un nouveau corps céleste. Les particules se heurtaient, s'aggloméraient, et grâce à la gravité, formaient des objets plus grands qui continuaient à orbiter autour de la jeune Terre. Le satellite a progressivement grandi, atteignant des dimensions telles que sa gravité a commencé à influencer l'environnement environnant. Ce processus était non seulement lent, mais aussi extraordinairement harmonieux, créant une sensation de calme et d'ordre au milieu du chaos cosmique. Environ 30 millions d'années après le choc, la Lune a atteint sa taille finale et a commencé à influencer la Terre, régulant son inclinaison axiale et, par conséquent, son climat. Actuellement, la Lune se trouve à une distance d'environ 380 000 km de la Terre et continue d'exercer une influence significative sur les marées des océans et sur de nombreux autres phénomènes naturels. Après la formation de la Terre, il y a environ 14 milliards d'années, la planète était un sphéroïde de magma entièrement fondu, chauffé à des températures inimaginables dépassant les 1000 degrés Celsius. Sur sa surface, il n'y avait ni montagne ni océan, seulement un océan infini de feu, émettant une lumière éclatante. Des vagues de roches en fusion, rappelant un océan, montaient et descendaient, créant l'impression d'un mouvement infini. Dans ce paysage infernal, il n'y avait pas les éléments familiers de notre paysage. Aucune végétation verte, aucun ciel, seulement des nuages sombres de gaz toxiques qui s'élevaient des minéraux fondus et formaient une atmosphère dense, dépourvue d'oxygène. C'était un monde où même l'air, rempli d'éléments nuisibles, ne permettait aucune forme de vie. Les conditions thermiques étaient si extrêmes qu'aucune molécule d'eau ne pouvait rester à l'état liquide, et même si des formes de vie avaient pu apparaître, elles n'auraient pas pu survivre dans de telles conditions. Par intermittence, des flux de magma jaillissaient à la surface, formant des cratères et des dômes, mais en raison du chauffage constant et de l'activité, ces formations étaient rapidement détruites. La Terre à cette époque était dans un état de transformation constante, où chaque instant pouvait apporter de nouvelles formes de relief et de structures créées par des éruptions volcaniques puissantes. Ce sphéroïde chauffé, entouré de nuages de gaz toxiques, était le précurseur de notre planète qui, au fil des millions d'années, commencera à refroidir et à former des conditions plus stables pour la vie future. À cette étape de formation, la structure de la Terre restait dynamique, avec une lutte incessante entre les forces internes créant de nouveaux continents et les influences externes, potentiellement capables de changer son destin. Cette période n'était que le début d'un long chemin vers la création de la surface que nous connaissons aujourd'hui, où apparaîtront un jour les océans et les continents, ainsi que toute forme de vie. Il est important de comprendre qu'à cette époque, il n'y avait aucun signe de civilisation ni même de forme de vie les plus simples, car les conditions étaient complètement inadaptées à leur apparition. En étudiant la Terre primitive, il est impossible de ne pas imaginer un océan magnétique qui remplissait la surface de la planète. À cette époque, il y a environ 4 milliards d'années, la planète était une masse bouillonnante et lumineuse de roches fondues, où la température atteignait 800 degrés Celsius. Dans cet océan de magma, les mouvements étaient constants.
Des vagues de matière en fusion montaient et descendaient, créant un spectacle rappelant les vagues de l'océan, mais remplacé par une matière rougeoyante et lumineuse. Des tourbillons de roches fondues et de particules scintillantes s'élevaient dans l'air, tandis que des éruptions de matière encore plus chaudes des profondeurs de la Terre produisaient des panaches de cendres et de gaz qui pouvaient s'élever à des kilomètres. La température de la surface était si élevée que même la magma versée en contact avec l'air se transformait instantanément en nuages de vapeur et de gaz, formant une atmosphère dense. Les couleurs de la matière en fusion variaient du jaune vif, lorsque le magma était en pleine activité, au rouge profond, lorsqu'il refroidissait et commençait à se solidifier. C'était une époque où la Terre était en constante évolution, et chaque mètre carré de sa surface pouvait cacher des mystères en attente d'être découverts. Ces conditions étaient non seulement extrêmes, mais aussi uniques, car c'est à cette période que se formaient les premiers minéraux, qui deviendront plus tard la base des roches sédimentaires. Sur fond de cette atmosphère en feu, on pouvait observer de nombreuses réactions chimiques se produisant dans l'eau saturée de minéraux dissous, ce qui mènera à la formation des premiers océans et continents. Des processus physiques, comme la convection dans le manteau, contribuaient au mouvement constant du magma et à la formation de nouvelles zones de croûte, qui deviendront la base de toute la vie terrestre. À cette époque, la Terre ne comptait aucun être vivant, car les conditions étaient trop rigoureuses pour toute forme de vie. Mais c'est précisément cet océan magnétique qui a marqué le début du développement de notre planète, posant les bases des futurs continents et océans qui se formeront au fil des millions d'années. Les recherches scientifiques de cette période montrent que les processus magmatiques ont joué un rôle crucial dans la formation de la tectonique des plaques et la création de volcans, qui deviendront des éléments essentiels dans le développement des écosystèmes à des stades ultérieurs. Le processus de différenciation de la matière terrestre, qui s'est déroulé lors des premières étapes de la formation de notre planète, constitue l'un des événements les plus marquants de l'histoire géologique de la Terre. Ce processus a débuté environ 200 millions d'années après la formation de la Terre, lorsque la planète était encore en état fondu. Les éléments plus lourds, tels que le fer et le nickel, ont commencé à se déplacer lentement vers le centre de la planète sous l'effet de la gravité, formant le noyau. Ces éléments, ayant une densité élevée, ont progressivement déplacé les substances plus légères, telles que le silicium et l'oxygène, qui se sont élevées à la surface. Ce processus rappelait un lent mais inévitable balai de la matière, où chaque élément occupait sa place dans la complexe structure interne de la Terre. Les recherches montrent que la différenciation s'est déroulée sur des millions d'années, et ce processus a conduit à la formation d'une structure stratifiée de la Terre, composée du noyau, du manteau et de la croûte. Le noyau, principalement composé de fer et de nickel, a un rayon d'environ 1300 km et est divisé en noyaux internes et externes. Le noyau interne est une sphère solide qui, selon la théorie, s'est formée en raison d'une pression supérieure à 1 milliard d'atmosphères. Le noyau externe, quant à lui, reste en état liquide, ce qui crée les conditions nécessaires à la génération du champ magnétique terrestre par le processus de convection. Le manteau, qui entoure le noyau, s'étend sur plus de 2000 km et est composé de minéraux silicates riches en magnésium et en fer. Des courants de convection se produisent également dans le manteau, entraînant le mouvement des plaques tectoniques à la surface. Ces courants sont formés par les gradients de température à l'intérieur du manteau, où les masses chaudes montent et les masses plus froides descendent. Ce processus n'affecte pas seulement l'activité géologique, mais aussi les conditions climatiques à la surface de la planète. En conséquence de la différenciation, une frontière claire a été établie entre le manteau supérieur et inférieur, ainsi qu'entre le manteau et la croûte. La croûte terrestre est composée de silicates plus légers, tels que le quartz et le feldspath, et a une épaisseur comprise entre 5 et 40 km. Cette croûte, formée par le refroidissement des couches supérieures du manteau, est la couche sur laquelle nous vivons. Ainsi, le processus de différenciation n'a pas seulement créé la structure interne de la Terre, mais a également constitué la base de l'émergence de la vie, car c'est précisément cette complexité de composition et cette répartition des éléments
qui ont permis la formation de divers écosystèmes à la surface. Ce processus s'est poursuivi sur des millions d'années, créant progressivement les conditions nécessaires à la formation des continents et des océans que nous observons aujourd'hui. La différenciation est un processus fondamental qui a déterminé non seulement la structure géologique de la planète, mais aussi sa capacité à soutenir la vie. Il est donc important de noter que les méthodes modernes d'étude, telles que la sismologie, permettent aux scientifiques de mieux comprendre les processus internes de la Terre et leur influence sur sa surface. Le cœur de fer de la Terre s'est formé au cours du processus d'accrétion planétaire qui a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, lorsque la Terre était encore chaude et en fusion, les métaux lourds tels que le fer et le nickel ont commencé à se rassembler au centre de la planète sous l'effet de la gravitation. Ce processus rappelait la manière dont des gouttes de mercure se regroupent en une grande goutte, formant un cœur métallique dense de notre monde. En conséquence, au centre de notre planète, un immense sphéroïde de métal en fusion s'est formé qui, en pulsant, a créé des conditions propices à la formation de structures géologiques plus complexes. Les scientifiques pensent que lors du refroidissement de ce sphéroïde, le processus de cristallisation a commencé, entraînant la formation de cristaux de fer qui ont progressivement formé la base pour la formation ultérieure du noyau. Les recherches effectuées à l'aide de données sismiques montrent que le noyau interne de la Terre atteint une température d'environ 5000 degrés Celsius, comparable à la température de la surface du Soleil. Un tel niveau de chaleur est maintenu grâce à la désintégration radioactive des éléments et à la pression exercée par les couches de la Terre. La complexité de cette structure met en évidence son importance et souligne qu'il est crucial de l'étudier. C'est ici qu'il convient de mentionner que la formation du noyau de fer est devenue une étape clé dans le développement de la planète. Elle a formé la base pour la formation ultérieure du champ magnétique terrestre, qui nous protège de la radiation solaire et des particules cosmiques, bien que nous en parlions plus tard. Ce processus de formation du noyau illustre également comment les processus géologiques peuvent influencer la vie à la surface. Par exemple, les masses mobiles de métal dans le noyau créent des courants de convection qui peuvent influencer la tectonique des plaques et l'activité volcanique. Il est important de noter que sans ce cœur métallique dense, la vie sur Terre aurait pu être très différente, et le climat et l'atmosphère auraient été soumis à des conditions beaucoup plus rigoureuses. Les recherches effectuées à l'aide de la sismologie montrent que le noyau de la Terre n'est pas homogène et possède une structure complexe composée de différentes couches, chacune jouant un rôle dans la dynamique de la planète. Le processus de refroidissement de la surface de la Terre a commencé il y a environ quelques millions d'années après sa formation, lorsque la planète était remplie de magma en fusion, rappelant un océan bouillonnant. À cette époque, la température à la surface atteignait plusieurs milliers de degrés Celsius, et ce n'est qu'avec le temps, lorsque la Terre a commencé à perdre progressivement sa chaleur, que cette masse magmatique initiale a commencé à refroidir. Imaginez un breuvage chaud dans une tasse, qui devient légèrement plus froid à chaque seconde, et ainsi la couche superficielle de la Terre a commencé à se couvrir d'une fine mais fragile croûte. Cette croûte, la première croûte terrestre, se formait dans des conditions d'événements catastrophiques constants, éruptions volcaniques et séismes puissants, au cours desquels de épaisses couches de magma remontaient à la surface, créant de nouvelles formations. Les scientifiques notent qu'il a fallu environ 30 millions d'années après la formation de la planète, soit 4 milliards d'années, pour que cette croûte devienne suffisamment solide pour soutenir la vie. Cependant, malgré cette apparente stabilité, cette croûte était extrêmement vulnérable. Elle était constamment détruite par des facteurs externes tels que l'érosion, les actions de l'eau et du vent, ainsi que des processus internes tels que la tectonique des plaques, qui soulevaient et abaissaient des parties de la croûte, créant des chaînes de montagnes et des failles. Ce constant processus de destruction et de reconstruction créait un équilibre fragile, comme dans le cas d'un breuvage chaud, qui peut être perturbé à tout moment. Les périodes de stabilité dans l'histoire de la Terre alternaient avec des événements catastrophiques, comme la formation de supercontinents, qui se produisaient tous les quelques centaines de millions d'années. Ces supercontinents, tels que Pangée, existaient en raison de la réunion des continents
et se désintégraient en raison de leur rupture, ce qui contribuait également à des changements climatiques et des conditions de vie. Dans ce contexte, il est important de se rappeler qu'il y a environ 200 millions d'années, Pangée a commencé à se disloquer, ce qui a conduit à la création de l'océan Atlantique et à des modifications de l'écosystème global. Ce processus de refroidissement et de formation de la croûte n'était pas simple. Il incluait de nombreux facteurs tels que la pression, la température et la composition du magma qui influençaient la manière dont les premiers continents se formaient et se détruisaient. La croûte résultant de ces processus est devenue la base du développement ultérieur de l'activité géologique et de la formation de divers écosystèmes sur la Terre. Il est actuellement connu que l'âge de la plus ancienne roche montagneuse trouvée sur Terre dépasse 4 milliards d'années, ce qui témoigne du fait que le processus de formation de la croûte était non seulement complexe, mais aussi long. La première croûte solide de la Terre s'est formée il y a environ 3 milliards 800 millions d'années, lorsque la planète était encore dans une phase active de développement géologique. Cette surface primaire avait une couleur basaltique sombre et était une cible constante pour l'activité volcanique. Imaginez une planète où une fine croûte solide, composée de magma noir, flottait sur un océan de roches fondues. Sous cette croûte, qui était fragile et instable comme une croûte de chocolat chaud, coulaient des courants puissants de magma en fusion cherchant à percer la surface. Lors des éruptions volcaniques, des courants de magma en fusion jaillissaient des profondeurs de la Terre, créant des fissures et des cratères brillants qui se détachaient sur le fond sombre de la roche solidifiée. Ces fissures, semblables à des blessures sur le corps de la planète, brillaient de couleurs orange et rouge, montrant que l'intérieur de la Terre était actif et vivant. L'activité volcanique était si puissante que même de petites éruptions pouvaient projeter des tonnes de cendres et de gaz dans l'atmosphère, influençant ainsi le climat et la composition de l'atmosphère à cette époque. Les géologues notent que cette croûte primaire n'était pas homogène. Des zones de roches solidifiées alternaient avec des structures volcaniques plus jeunes, créées par des éruptions fréquentes. Certaines de ces zones refroidissaient, formant des plateaux de lave, tandis que d'autres restaient sous l'influence de températures et de pressions élevées, favorisant la formation de nouveaux minéraux. Des scientifiques comme le Dr Christopher Johnson de l'Institut de géologie affirment que cette croûte a servi de base pour la formation de structures géologiques plus complexes qui sont apparues plus tard, lorsque les continents ont commencé à se déplacer lentement et à se connecter. Cette croûte primaire, en somme, était le début de ce que nous appelons aujourd'hui la croûte continentale, et elle a joué un rôle crucial dans la formation des premiers écosystèmes sur Terre. L'activité volcanique a également contribué à la formation des premières conditions atmosphériques, ce qui a pu influencer le développement de la vie. Environ des millions d'années plus tard, lorsque la croûte est devenue plus épaisse et plus solide, les continents ont commencé à se former à partir de ces masses basaltiques, créant la base du paysage terrestre moderne. De nombreuses recherches montrent que cette croûte primitive est devenue un objet d'étude important pour les géologues, leur permettant de comprendre comment se sont déroulés les processus de formation de la Terre et comment ils ont influencé le développement ultérieur de la planète. Sur la croûte terrestre en formation au cours des premières époques géologiques, il y avait une activité volcanique intense, créant un spectacle difficile à imaginer. Des milliers de volcans, y compris des géants comme le Kilimandjaro, émettaient des flux de lave en fusion, recouvrant la surface de la planète d'une couche de magma et de cendres. Ces éruptions se produisaient en permanence, et tandis qu'un volcan s'éteignait, un autre commençait à éjecter des fontaines de magma s'élevant à plusieurs kilomètres de hauteur. Les gaz volcaniques, tels que le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau, remplissaient l'atmosphère, formant des nuages épais qui étaient ensuite transformés en pluie acide et influençant les conditions climatiques. Les rivières de lave qui coulaient le long des volcans remplissaient les dépressions et formaient de nouveaux paysages, et la température de ces flux pouvait atteindre plus de 1000 degrés Celsius. Tout ce processus se déroulait dans un contexte de mouvement constant des plaques tectoniques qui se heurtaient et s'écartaient, favorisant la formation de nouveaux volcans. En étudiant cette période, des géologues comme le Dr Emily Watson de l'Université de Cambridge soulignent comment cette activité volcanique
a formé les continents et les océans, créant des conditions propices au développement de la vie. La continuité de l'activité volcanique à cette époque était telle que l'on pouvait voir à tout moment des éclairs d'éruption se refléter dans l'atmosphère, créant un spectacle qui aurait pu inspirer poètes et artistes. Un monde sauvage et agité, plein de force et d'énergie, est devenu la base de la formation des sols, qui ont ensuite permis le développement de divers écosystèmes. Il est important de noter que la Terre était alors pratiquement sans vie, et c'est grâce à ce processus actif que se formaient les ressources minérales qui deviendront plus tard la base de la vie. Les recherches scientifiques montrent que l'activité volcanique de cette époque était 100 fois plus intense que celle des derniers millions d'années, rendant cette période unique dans l'histoire de notre planète. Une éruption volcanique, comme celle qui a eu lieu sur l'île de Krakatoa en 1883, met en évidence l'ampleur de la force destructrice qui caractérisait la Terre primitive. L'atmosphère primitive de la Terre était un épais et opaque manteau de gaz qui enveloppait la planète, créant des conditions radicalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Cette atmosphère était dense, toxique et saturée de substances qui ne permettèrent pas à la lumière solaire de pénétrer librement jusqu'à la surface. Les gaz formant cette première enveloppe émanaient des profondeurs de la Terre à travers une activité volcanique intense, caractéristique de l'ère archéenne, il y a environ 4 à 2 milliards et demi d'années. À cette époque, des éruptions volcaniques catastrophiques émettaient dans l'atmosphère d'énormes quantités de vapeur et de gaz, telles que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, créant ainsi la première atmosphère respirable pour la Terre. Imaginez ces éruptions créant des nuages de cendres qui obscurcissaient le ciel, créant un effet de ciel sombre et oppressant. Cette atmosphère était extrêmement hostile à la vie telle que nous la connaissons, avec des températures élevées et des conditions intolérables. Des scientifiques comme le docteur Ian Platt de l'Université de Londres notent que c'est à cette période que se sont formées les conditions qui ont ensuite servi de base à l'apparition de la vie. Malgré sa toxicité, cette atmosphère jouait un rôle crucial dans la formation ultérieure de la planète, car ces gaz créaient les conditions nécessaires pour des réactions chimiques qui ont conduit à l'apparition des premiers organismes simples. Des processus volcaniques complexes et l'émission de gaz de la manteau ont contribué à la formation de l'hydrosphère primitive, lorsque la vapeur se condensait et formait les premiers océans sur Terre. En conséquence, malgré son hostilité, cette atmosphère est devenue un catalyseur pour les changements tant attendus qui ont permis à la Terre de s'évoluer en la planète que nous connaissons aujourd'hui. L'activité volcanique sur Terre à cette époque était si intense que les scientifiques estiment qu'il a fallu environ 50 millions d'années après la formation de la planète pour que l'atmosphère soit significativement modifiée. Sur la Terre primitive, le bombardement météoritique se produisait avec une intensité catastrophique. Au cours des premiers milliards d'années de l'existence de la planète, à partir d'environ 4 milliards et demi d'années, la surface terrestre était constamment soumise à l'impact de corps célestes. Ces corps variaient de petits météoroïdes d'un diamètre de quelques millimètres à de vastes astéroïdes, de la taille de villes entières. Les recherches montrent qu'au cours de cette période, de nombreux impacts ont eu lieu. On estime qu'environ 100 000 tonnes de matière cosmique tombaient sur la Terre chaque année. En conséquence, l'espace au-dessus de la planète pouvait être imaginé comme un ciel parsemé de traces lumineuses de météoroïdes, comme si un peintre agitait son pinceau, laissant des traces de lumière. Les observations modernes montrent que les cratères de ces chocs restaient sur la surface de la planète pendant des millions d'années, bien que de nombreux d'entre eux soient détruits au fil du temps par l'érosion et l'activité volcanique. Certains, comme le cratère Chicxulub au Mexique, sont restés practically inchangés. Chicxulub, d'ailleurs, a été formé par l'impact d'un astéroïde d'environ 10 km de diamètre, qui, selon les scientifiques, a été la cause du grand extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d'années. Sur la Terre primitive, les cratères se formaient avec une telle fréquence et diversité que les scientifiques supposent que la surface de la planète était littéralement parsemée de cratères, créant un paysage lunaire où chaque nouveau choc modifiait le visage de la Terre.
C'était une époque où la Terre était constamment attaquée par l'espace, et chaque impact pouvait entraîner des changements catastrophiques dans le climat et l'atmosphère. En conséquence de ce constant impact, de nombreux processus géologiques, tels que le volcanisme et la tectonique des plaques, menaient à la formation de nouvelles chaînes de montagnes et d'océans, compliquant encore plus le tableau de la planète. Ces événements ne formaient pas seulement la structure physique de la Terre, mais créaient également des conditions favorables à l'apparition des premières formes de vie. Ainsi, le bombardement météoritique non seulement a modifié le paysage de la surface terrestre, mais a également joué un rôle clé dans les processus évolutifs qui ont conduit à la diversité de la vie sur la planète. Par exemple, les éruptions volcaniques causées par les impacts de météoroïdes pouvaient libérer de grandes quantités de gaz dans l'atmosphère, contribuant ainsi à la formation de nouvelles conditions climatiques. Il y a environ 4 milliards d'années, la Terre a traversé une période appelée bombardement tardif intense, au cours de laquelle le nombre d'astéroïdes tombant sur la surface de la planète a considérablement augmenté. Cette phase a duré de 100 à 300 millions d'années et était caractérisée par un flux continu de grands corps célestes s'écrasant sur la jeune planète. Selon les estimations, à cette époque, des astéroïdes de la taille de pays modernes comme la France ou le Tadjikistan tombaient sur la Terre. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles fondaient la croûte déjà solidifiée et formaient d'immenses cratères, visibles encore aujourd'hui. Par exemple, le cratère de Bering, situé sur la péninsule de Kamtchatka, a un diamètre d'environ 160 km et s'est formé à la suite d'un impact d'un grand astéroïde. À cette époque, la Terre subissait une activité volcanique intense, ce qui aggravait les conditions sur la planète. Les impacts d'astéroïdes ne créaient pas seulement des cratères, mais éjectaient également une quantité immense de poussière et de gaz dans l'atmosphère, influençant ainsi le climat et la composition de l'atmosphère. Étant donné que certains de ces objets pouvaient avoir un diamètre de plus de 100 km, on peut imaginer les conséquences catastrophiques qu'ils pouvaient provoquer. Par exemple, un impact survenu il y a environ 36 millions d'années est considéré comme l'un des plus importants, car un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a entraîné une extinction massive sur Terre. Mais pendant la période du bombardement tardif intense, de tels corps géants tombaient constamment sur la planète. C'était une époque où la Terre ressentait toute la puissance de l'espace, et chaque nouveau choc pouvait modifier son paysage et la composition chimique de son atmosphère. Les recherches scientifiques montrent que c'est à cette époque que les conditions nécessaires à la vie ont commencé à se former, bien que la vie elle-même soit encore un lointain avenir. En résultat de ces impacts, des océans étendus et des continents se sont formés, devenant la base du développement des écosystèmes. Des découvertes importantes, comme les météorites trouvées en Antarctique, fournissent aux scientifiques des informations sur la composition de ces anciens astéroïdes et leur influence sur la Terre. Ces météorites contiennent des minéraux et des composés organiques qui peuvent fournir des indices sur la manière dont notre planète s'est formée. En étudiant des éléments chimiques comme le silicium et le fer, les scientifiques peuvent reconstituer l'interaction avec la Terre. Ces phénomènes ont conduit à la formation des conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Le bombardement de météorites a joué un rôle crucial dans l'apport d'eau sur Terre, et ce processus s'est déroulé progressivement, créant des conditions uniques pour la formation des réserves d'eau de notre planète. Il y a environ 4 milliards d'années, lorsque la Terre commençait à prendre forme, l'espace était rempli de comètes et d'astéroïdes glacés riches en eau. Les comètes, composées à 80% de glace, se désintégraient lors de leurs impacts avec la Terre, et leurs noyaux glacés, se transformant en vapeur d'eau, formaient les premiers nuages dans l'atmosphère. Un exemple bien connu est la comète de Halley, qui aurait pu contribuer à la formation des ressources en eau sur Terre à cette époque. Les astéroïdes contenant des minéraux liés à l'eau s'approchaient également de notre planète et se désintégraient lors des impacts, libérant cette précieuse liquide. Les recherches montrent que environ 20% de l'eau sur Terre pourrait avoir été apportée par ces corps célestes. En 2018, un groupe de scientifiques dirigé par le docteur Christian Kloss de l'Institut de recherche planétaire de Berlin a présenté des résultats selon lesquels des analyses de météorites trouvées en Antarctique
contiennent de la glace d'eau identique à celle de la Terre, ce qui confirme la théorie selon laquelle le bombardement de météorites est une source d'eau. Ce processus ne s'est pas déroulé en un jour ou en une année, mais s'est étalé sur des millions d'années lorsque la Terre était constamment exposée à l'influence de corps célestes. Chaque météorite, tombant à la surface, semblait être un messager cosmique, apportant une goutte de vie à la jeune planète. Par ces impacts, goutte après goutte, se formait le futur stock d'eau de la Terre, qui est devenu la base de toutes les formes de vie. Ce processus progressif rappelle la construction d'un bâtiment. Chaque brique, chaque matériau est important pour créer une base solide. Les réserves d'eau ainsi formées ont servi de base à la formation des océans, des rivières et des lacs, qui ont ensuite fourni l'environnement nécessaire à l'apparition et au développement de la vie sur Terre. Il est important de noter que c'est précisément le bombardement de météorites qui a créé les conditions pour la formation d'une atmosphère capable de retenir l'eau à l'état liquide, ce qui, à son tour, est devenu l'un des facteurs clés pour l'existence de la vie. Selon les dernières données, il y a environ 3 milliards d'années, la Terre avait déjà un niveau stable d'eau, ce qui a donné un élan à l'évolution des premiers organismes vivants. La formation des premiers océans sur Terre n'est pas simplement un processus géologique, mais une véritable symphonie de la nature qui a duré des milliers d'années. Dans l'atmosphère primitive de notre planète, il y avait de la vapeur d'eau issue de l'activité volcanique et d'autres processus. Lorsque la Terre a commencé à refroidir, cette vapeur s'est progressivement condensée, formant des gouttelettes d'eau. Imaginez les cieux s'ouvrir et des milliards de gouttelettes d'eau tomber en cascade, créant des flux ininterrompus qui ont duré des siècles. Ces pluies incessantes, comme une bénédiction pour la jeune planète, ont rempli les dépressions et les vallées du relief, formant progressivement les premiers mers et océans. Ce processus était lent mais inexorable. La Terre refroidissante a conduit à une baisse de température à sa surface, permettant à la vapeur d'eau de devenir liquide. Ce long et complexe processus, qui s'est déroulé dans des conditions éloignées de celles d'aujourd'hui, a conduit à l'apparition de vastes étendues d'eau sur la surface de la planète. Ces premiers océans, composés d'eau douce et salée, sont devenus la base de la formation des futurs écosystèmes. Ils n'ont pas seulement rempli les dépressions existantes, mais ont également été un catalyseur pour de nombreuses réactions chimiques nécessaires à l'émergence de la vie. À ce stade, où l'eau commençait à remplir les dépressions, la planète était encore chaude et sa surface pouvait atteindre des températures dépassant les 200 degrés Celsius, créant des conditions uniques pour le développement ultérieur. Cependant, tandis que l'eau remplissait ces dépressions, l'atmosphère continuait de se modifier et de nouveaux éléments apparaissaient, menant à la formation de systèmes écologiques plus stables. Ce processus, qui a duré des millions d'années, a conduit à la formation des premiers océans, qui ont été témoins des premiers pas de la vie sur Terre. Les premières pluies sur Terre, qui ont commencé à tomber il y a environ 3,8 milliards d'années, étaient très différentes de celles que nous imaginons aujourd'hui. Ce étaient des pluies acides, riches en composés chimiques tels que l'acide sulfurique et l'acide carbonique, formés par l'interaction des gaz volcaniques avec l'atmosphère. À cette époque, la surface de la planète était incandescente, avec des températures atteignant plus de 1000 degrés Celsius. L'eau tombant du ciel n'était pas pure comme aujourd'hui. Elle contenait de nombreuses impuretés, ce qui en faisait une menace pour toute forme de vie existante. Lorsque ces pluies s'abattaient sur les rochers et minéraux chauffés, cela produisait un sifflement, et des nuages de vapeur s'élevaient dans l'air, créant un spectacle qui aurait pu impressionner même les observateurs les plus avertis. Ce déluge incessant dictait les conditions sur la planète, transformant les terres calcinées en paysages gris et érodés, où le feu et l'eau se livraient une bataille pour le contrôle. Les coulées de lave sortant des volcans rencontraient l'eau de pluie, créant des explosions et des fontaines de vapeur. Ce contraste entre la surface en feu et les pluies acides n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une véritable lutte des éléments, où la nature cherchait à trouver un équilibre. À cette étape du développement de la Terre, les pluies jouaient un rôle clé, contribuant à la formation des premiers océans et à l'établissement d'écosystèmes plus stables. Des scientifiques comme le docteur Alan Haley
de l'Université de Californie, affirme que ces précipitations précoces ont été le catalyseur de la formation des premiers plans d'eau, qui sont devenus les habitats des premiers organismes simples. Ces pluies acides, tombant sur la surface chaude, ont également favorisé l'érosion des minéraux tels que le fer et le magnésium, créant des conditions pour les réactions chimiques futures nécessaires à l'émergence de la vie. En fin de compte, ce processus n'était pas seulement un phénomène aléatoire, mais une étape dans l'histoire de la Terre qui a déterminé son évolution ultérieure. Les premiers plans d'eau sur la Terre primitive offraient un spectacle fascinant et instable, impossible à comparer avec les océans modernes. Ces mers primitives se sont formées il y a environ 4 milliards d'années, lorsque la Terre commençait à refroidir après sa formation. L'eau dans ces plans d'eau était chaude, atteignant parfois 100 degrés Celsius, ce qui favorisait l'évaporation active et la formation de solutions riches en minéraux. Ces mers étaient troubles, parfois colorées de manière inhabituelle en raison de la présence de divers composés chimiques, tels que le fer et le cuivre, créant un paysage impressionnant mais menaçant. Imaginez des plans d'eau dont la surface scintillait, comme s'ils contenaient de nombreuses gemmes précieuses, mais en réalité, il s'agissait de particules microscopiques en suspension dans l'eau, créant un effet de verre trouble. Ces mers primitives n'avaient pas de limite claire. Leur taille et leur forme changeaient constamment en raison de l'activité volcanique continue qui produisait de nouvelles roches et soulevait des portions de terrain ainsi que des changements de relief dus à des processus tectoniques. Par exemple, lorsque les premiers continents, comme le craton du Canada, se formaient, les limites de ces plans d'eau pouvaient se contracter et s'étendre, ne laissant derrière elles que des traces sous forme de couches sédimentaires. Les éruptions volcaniques et les mouvements tectoniques pouvaient faire apparaître de nouveaux îlots volcaniques et faire disparaître les anciens sous l'eau. Ces mers primitives contenaient également une grande variété de substances chimiques, y compris des acides aminés et d'autres molécules organiques, essentielles pour l'apparition de la vie. En particulier, dans de telles conditions, la matière organique primaire pouvait se former, devenant une base pour les premiers organismes vivants. Étant donné que ces mers étaient des écosystèmes isolés, elles pouvaient développer des conditions uniques, favorisant la dégradation et la formation de nouvelles molécules, ce qui a finalement conduit à l'apparition de la vie. En conséquence, ces plans d'eau ne sont pas devenus simplement des sources d'eau, mais aussi des arènes pour des réactions chimiques qui ont transformé toute l'histoire de notre planète. Dans les premiers océans, des réactions chimiques complexes se sont déroulées, formant la base de l'apparition de la vie sur Terre. Ces océans, qui servaient de vastes laboratoires naturels, étaient remplis non seulement d'eau, mais aussi de divers minéraux provenant de la croûte terrestre. L'eau interagissait activement avec ces minéraux, créant divers solvants qui, à leur tour, réagissaient avec les gaz de l'atmosphère, tels que le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Ce processus peut être comparé à la préparation d'un plat complexe. Chaque composant apporte ses propriétés uniques, créant quelque chose de complètement nouveau. En conséquence, un bouillon chimique se formait, dans lequel de nombreuses réactions se produisaient, assurant la diversité des substances chimiques. Selon les estimations des scientifiques, à cette époque, des milliers de réactions pouvaient se produire simultanément dans les océans, créant des conditions idéales pour le développement ultérieur de molécules organiques complexes. Ce bouillon est devenu le lieu où les molécules simples évoluaient progressivement vers des structures plus complexes. Les recherches des géochimistes, comme le docteur David Walker, montrent que c'est précisément la combinaison d'eau, de minéraux et de gaz qui a joué un rôle critique dans la formation des premiers composés organiques. Ces composés, à leur tour, pourraient être les précurseurs des molécules qui ont ensuite formé la base de la vie. Les processus chimiques complexes dans les océans n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient des lois déterminées qui définissaient quelles réactions se produisaient et dans quel ordre. Les scientifiques relient ces réactions aux conditions primitives de la Terre, qui ont favorisé la formation d'une chimie complexe nécessaire à la vie. Par exemple, dans un article publié dans le journal Nature en 2003, des chercheurs ont décrit comment les températures élevées et la pression au fond des océans ont favorisé la formation de composés organiques à partir de précurseurs inorganiques.
Ces découvertes soulignent que les premiers océans n'étaient pas seulement des étendues d'eau, mais des acteurs actifs dans le processus de formation de la vie. Les périodes prolongées pendant lesquelles ces réactions se produisaient créaient des conditions stables pour l'accumulation des molécules nécessaires qui pouvaient ensuite participer à des processus biochimiques plus complexes. Ainsi, les océans de cette époque étaient non seulement remplis d'eau, mais aussi de potentiel pour l'apparition de la vie, offrant un environnement unique pour l'apparition des premières structures cellulaires. En conséquence, ces processus chimiques sont devenus l'un des facteurs clés qui ont conduit aux étapes ultérieures de l'évolution des organismes vivants sur la planète. Les sources hydrothermales situées au fond des océans primitifs constituent des oasis extraordinaires de chaleur et d'activité chimique, ayant joué un rôle crucial dans la formation de la vie sur Terre. Ces lieux uniques, situés le long des dorsales océaniques, sont le résultat de l'interaction entre les plaques tectoniques et l'activité magmatique. Par exemple, dans la région du rift médio-atlantique, qui s'étend sur plus de 3000 km, les scientifiques ont découvert de nombreuses telles sources. Elles expulsent de l'eau chaude, riche en minéraux, par des fissures dans le fond de l'océan, créant des cheminées sous-marines. Ces cheminées peuvent atteindre une hauteur de 50 mètres et constituent de véritables volcans qui expulsent des jets d'eau sombre, minéralisée, dans l'océan environnant. La température de cette eau peut atteindre plus de 300 degrés Celsius, créant un contraste avec les eaux froides de l'océan, dont la température varie autour de 2 degrés. La composition chimique de l'eau expulsée par les sources hydrothermales est riche en éléments tels que le sulfure d'hydrogène, le méthane et divers métaux, y compris le cuivre et le zinc. Ces conditions créent un écosystème unique où des organismes peuvent prospérer en utilisant le sulfure d'hydrogène comme source d'énergie. Dans de telles oasis de vie, comme par exemple dans la région des sources Tigre et Hydre, ont été découverts des vers tubulaires et des bactéries qui prospèrent dans des conditions où d'autres formes de vie ne peuvent pas survivre. Ces organismes sont un exemple d'écosystème chémosynthétique qui fonctionne indépendamment de la lumière solaire, dépendant des réactions chimiques pour leur existence. Ainsi, en 2017, des chercheurs de l'Institut d'océanographie Scripps ont enregistré une nouvelle espèce de ver qui vit dans de telles conditions extrêmes et peut atteindre une longueur de 1 mètre. Les sources hydrothermales ne contribuent pas seulement à la formation d'écosystèmes uniques, mais sont également essentielles pour comprendre les processus qui se sont déroulés sur la Terre primitive. Ces lieux représentent la frontière entre deux mondes, l'eau froide et stérile de l'océan et les courants chauds et riches en substances chimiques émanant des profondeurs de la planète. En conséquence, les sources hydrothermales deviennent non seulement des objets d'étude pour les scientifiques, mais aussi des éléments clés dans la recherche des réponses aux questions sur l'origine de la vie sur Terre. La formation des premiers continents sur Terre a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années, lorsque des portions de la croûte, plus légères par composition, ont commencé à émerger à la surface du manteau, formant des zones continentales primitives. Ces portions de croûte, principalement composées de granit et d'autres roches légères, formaient de petits archipels qui se sont progressivement réunis pour former de plus grands blocs de terre. À cette époque, l'histoire de la Terre était marquée par des perturbations géologiques intenses. Des volcans actifs crachaient de la lave, créant de nouveaux îlots, tandis que les tremblements de terre déchiraient la surface, modifiant ses contours. Par exemple, il y a environ 2 milliards d'années, les lieux des continents actuels comme l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient constitués de minuscules îlots recouverts de roches volcaniques, dépourvus de végétation en raison des conditions environnementales rigoureuses. Ces jeunes et instables zones continentales changeaient constamment de forme, et leur taille était bien inférieure à celle des continents modernes. L'activité volcanique était si intense que ces îlots étaient souvent le théâtre de puissantes éruptions, projetant d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère. Des archéologues et géologues comme le docteur Richard Kerr affirment que c'est à cette période que les conditions nécessaires au développement ultérieur de la vie ont commencé à se former sur Terre. À cette époque, des continents plus récents comme Gondwana et l'Eurasie n'existaient pas encore, tandis que les premiers continents étaient en constant mouvement, se heurtaient
et se séparaient, formant de nouveaux archipels. Ces événements ont jeté les bases de la tectonique des plaques, qui continue de façonner notre planète aujourd'hui. Il est important de noter que les découvertes archéologiques effectuées dans des lieux comme la Groenlandie et l'Australie permettent aux scientifiques de reconstruire les images de ces premiers continents et d'évaluer leur taille, qui pouvait atteindre quelques centaines de kilomètres carrés. Ainsi, au cours des premières époques géologiques de la Terre, il n'existait que de petits îlots qui, avec le temps, se sont réunis pour former de plus grandes masses continentales, menant à la formation des continents modernes. Ces formations primitives étaient de véritables îles du chaos, où chaque nouvelle vague d'activité volcanique pouvait transformer le paysage en quelques jours. Sur la Terre primitive, les processus tectoniques se déroulaient avec une intensité sans précédent, créant une surface dynamique qui rappelait une mosaïque de éléments en mouvement. La croûte terrestre était fracturée en de nombreux fragments qui se déplaçaient constamment sous l'influence de la chaleur interne de la planète, qui était alors beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Cette chaleur, provenant des profondeurs de la Terre, favorisait les courants de convection dans le manteau, ce qui provoquait le mouvement de la croûte. En conséquence de ce processus, les continents et les océans se formaient et disparaissaient, comme s'ils étaient créés et détruits par des artistes invisibles. Il y a environ 2,5 milliards d'années, au début de l'Archéen, les premiers grands événements tectoniques ont eu lieu, lorsque se sont formés les premiers continents, tels que le craton, représentant une partie stable de la croûte terrestre. Ce phénomène a marqué le début d'un long processus de formation des continents modernes. Aujourd'hui, les mouvements tectoniques se produisent lentement, à une vitesse de quelques centimètres par an, tandis qu'à cette époque, la vitesse pouvait atteindre plusieurs mètres par an, entraînant des séismes fréquents et des éruptions volcaniques. L'état de la planète était extrêmement changeant, et chaque nouvelle éruption pouvait recouvrir de vastes territoires d'une couche de lave, créant de nouveaux paysages. Il y a 800 millions d'années, à la fin du Protérozoïque, ce processus a atteint son apogée lorsque sont apparus les premiers supercontinents, tels que Rodinia, qui apparaissaient et disparaissaient en de courtes périodes historiques, ne laissant derrière eux que des traces géologiques. Ce processus de destruction et de formation de la croûte se déroulait avec une telle facilité, comme si l'on changeait des tuiles sur le sol. En conséquence, la surface de la Terre était non seulement soumise à des changements constants, mais elle était également le témoin d'un cycle infini de création et de destruction qui a façonné les conditions de vie telles que nous les connaissons aujourd'hui. À chaque nouveau déplacement de la croûte, à chaque nouveau mouvement ondulatoire, la surface de la planète changeait, comme une toile sous le pinceau d'un peintre, nous laissant seulement des fragments d'histoire. La subduction est l'un des processus les plus fascinants en géologie, lorsque l'une des plaques tectoniques s'enfonce lentement sous une autre. Imaginez une plaque océanique, par exemple la plaque Nazca, de la taille d'un pays entier, se déplaçant lentement vers l'est et rencontrant la plaque continentale de l'Amérique du Sud. Ce processus ne se produit pas instantanément. La vitesse de subduction peut être de quelques centimètres par an. Au fil des millions d'années, ce processus lent mais inéluctable façonne le paysage, modifiant le relief, créant des chaînes de montagnes et provoquant des tremblements de terre. Lorsque la plaque s'enfonce, elle traverse différentes couches de la manteau, où la température et la pression augmentent considérablement. Cela crée des conditions propices à la fusion partielle, entraînant la formation de faucilles magmatiques qui peuvent provoquer des activités volcaniques. Par exemple, les volcans des Andes, qui se sont formés en raison de la subduction, sont directement le résultat de ce processus. Le volcan Cotopaxi en Équateur, l'un des volcans les plus actifs du monde, éructe périodiquement, rappelant la puissance cachée sous la croûte terrestre. Comme un immense convoyeur qui ramène le matériau de la surface aux profondeurs de la planète, la subduction démontre comment les terres et les océans sont interconnectés, chaque plaque faisant partie de ce système infini. Il est important de noter que dans les zones où se produit la subduction, comme le littoral occidental de l'Amérique du Sud, les tremblements de terre les plus puissants du monde sont observés. 80% de tous les tremblements de terre se produisent dans les zones de subduction, où les plaques se coincent les unes contre les autres, accumulant du stress jusqu'à ce qu'ils se libèrent. Un exemple de tel séisme
est le séisme catastrophique en Chili en 1939, qui avait une magnitude de 9 et fut l'un des plus forts de l'histoire. Ce processus conduit également à la formation de profondes fosses océaniques, comme la fosse des Mariannes, dont la profondeur atteint 11 km. Ici, au fond de l'océan, se produit également un mouvement constant qui, en fin de compte, façonne et modifie le paysage géologique de la Terre. La subduction n'est pas seulement un processus, c'est un système entier où le manteau et la croûte interagissent constamment, créant des conditions pour la vie à la surface. Au début de l'histoire de la Terre, il y a environ 2 milliards d'années, a commencé le processus de formation des premières chaînes de montagnes, qui était le résultat de la collision des plaques tectoniques. Ce n'était pas un événement instantané. Les collisions se sont déroulées sur des millions d'années, entraînant le plissement et l'élévation progressive des parties de la croûte terrestre, créant ainsi des chaînes de montagnes. À cette époque, la surface de la planète était complètement différente. Il n'y avait ni les rivières modernes, ni les glaciers capables d'éroder ces jeunes formations. Au lieu de cela, le vent et la pluie, agissant sur les rochers nouvellement élevés, les rendaient progressivement plus arrondis. Ces montagnes, émergeant de la terre, n'étaient pas des sommets majestueux, mais plutôt des crêtes pointues et basses, bordées de roches volcaniques sombres. L'activité volcanique était assez répandue, et des formations comme les plaques de basalte apparaissaient à la suite des éruptions. Plus tard, lorsque la croûte refroidissait, se formaient des roches intrusives comme le granit, qui contribuaient également à la formation du relief. Ces processus se déroulaient en arrière-plan d'une activité volcanique intense, typique de cette époque où la Terre était jeune et pleine d'énergie. Par exemple, dans la région des Appalaches, qui ont commencé à se former il y a environ 400 millions d'années, les géologues affirment que les premières montagnes étaient beaucoup plus basses et beaucoup plus arrondies qu'aujourd'hui. Elles étaient le résultat de la collision de continents anciens comme l'Eurasie et Gondwana, qui ont formé la première structure complexe de montagnes. Ces processus de formation des montagnes se déroulaient en présence de températures et de pressions élevées, favorisant la métamorphose des roches montagneuses. Un des exemples les plus célèbres de ces processus est la formation de la chaîne de l'Oural, où la collision des plaques a commencé il y a environ 300 millions d'années et s'est poursuivie pendant des millions d'années. À ce stade de la formation, lorsque les montagnes commençaient à se lever, elles n'avaient pas encore atteint la hauteur et la majesté que nous observons aujourd'hui. Leur hauteur était considérablement plus basse, et elles ressemblaient à de petites collines, striées de fissures et de crevasses. Étant donné que l'érosion n'avait pas encore complètement transformé leur aspect, nous pouvons imaginer comment elles se développaient lentement, émergeant de la Terre sous l'effet inexorable des processus tectoniques. Le temps est impitoyable, et seul le vent, sifflant entre les arêtes tranchantes de ces jeunes sommets, rappelait qu'il y avait eu une véritable bataille des forces de la nature. Ces premières chaînes de montagnes sont devenues des structures géologiques importantes qui ont façonné le climat, les écosystèmes et même les cultures des hommes qui vivront sur leur pente à l'avenir. Il est important de noter qu'à cette époque, il n'existait pas d'écosystèmes aussi développés que ceux d'aujourd'hui. La vie commençait tout juste à se développer, et chaque nouvelle chaîne de montagnes créait des conditions uniques pour l'apparition de nouvelles formes de vie. Par exemple, dans la même région des Appalaches, où se trouvent de nombreux gisements de charbon, les montagnes servaient non seulement de barrières naturelles, mais définissaient également les conditions climatiques pour les territoires environnants, favorisant le développement des forêts et de la biodiversité. Le processus de modification de l'atmosphère de la Terre primitive était long et complexe, s'étendant sur des centaines de millions d'années, et on peut se représenter cela comme une respiration planétaire qui changeait lentement et profondément l'environnement. Initialement, l'atmosphère, formée il y a environ 14 milliards d'années, était dense et toxique, ne permettant pas à la lumière de pénétrer à la surface. Au fil du temps, à partir de l'ère archéenne, les processus géologiques, tels que l'activité volcanique, ont commencé à apporter des modifications. Les volcans émettaient des gaz qui, progressivement, diluaient la composition initiale de l'atmosphère, créant des conditions pour des réactions chimiques plus complexes. Environ 3 milliards et demi d'années plus tard,
En raison de l'interaction entre l'atmosphère et les océans, les premières formes de vie simples, telles que les cyanobactéries, ont commencé à se former. Ces micro-organismes, à leur tour, ont contribué à la formation d'oxygène dans le processus de photosynthèse, augmentant progressivement sa concentration dans l'atmosphère. Lentement, le ciel devenait plus clair, passant des tons gris ternes au bleu, et la densité de l'atmosphère diminuait, permettant à la lumière solaire de pénétrer plus profondément dans les océans et sur la Terre. Ce processus était non seulement chimique, mais aussi physique, car la température et la pression changeaient, influençant ainsi les conditions climatiques. Avec chaque million d'années, l'atmosphère devenait moins toxique et plus propice à la vie, créant des conditions pour l'apparition de nouveaux organismes biologiques. Ainsi, au cours de 2 milliards d'années, de l'ère archéenne à l'ère protérozoïque, l'atmosphère a subi des changements significatifs qui ont permis l'existence des écosystèmes complexes. La première grande extinction d'organismes, survenue environ 250 millions d'années plus tard, a marqué un tournant qui a à nouveau modifié la composition de l'atmosphère, mais ce processus n'était qu'une partie d'un long et complexe chemin vers l'établissement d'un équilibre moderne. En conséquence, à la fin de l'ère paléozoïque, l'atmosphère a acquis une composition plus équilibrée, favorisant ainsi le développement ultérieur de la vie sur Terre. Le processus de lessivage est un facteur clé qui a considérablement modifié la composition de l'atmosphère terrestre. Chaque fois qu'une pluie tombe sur la surface des roches, elle entre en contact avec des réactions chimiques complexes, comparables à un lent balai entre l'eau, la pierre et l'air. L'eau, contenant du dioxyde de carbone et des acides, dissout les minéraux dans les roches sédimentaires comme le granit et le calcaire. Par exemple, dans les régions calcaires, la pluie peut dissoudre le carbonate de calcium, formant du bicarbonate de calcium, qui est ensuite transporté dans les rivières et les océans. Ce processus, qui s'étend sur des millions d'années, entraîne une modification de la composition chimique à la fois des roches et de l'atmosphère. Un élément crucial de ce processus est l'extraction de potassium, de sodium et de magnésium qui deviennent disponibles pour les plantes et d'autres organismes vivants. En conséquence, lorsque les pluies interagissent avec les roches, elles ne modifient pas seulement la structure physique de la Terre, mais contribuent également à l'augmentation de la teneur en oxygène dans l'atmosphère. Par exemple, dans la région des Appalaches, où dominent les roches sédimentaires, le lessivage conduit à la formation d'argiles et de limons qui enrichissent les sols. Ces changements se produisent partout où l'eau entre en contact avec les roches, créant un cycle géochimique global qui soutient la vie sur la planète. Selon les géochimistes comme le docteur Laura Randall, le lessivage est le processus principal qui assure l'équilibre entre les gaz atmosphériques et la biosphère. Il est important de noter que les changements induits par le lessivage ne se produisent pas seulement dans les régions tropicales où l'humidité élevée accélère le processus, mais aussi dans les régions plus sèches où les pluies peuvent être rares, mais jouent tout de même un rôle dans la modification de la composition chimique des sols et de l'atmosphère. Par exemple, dans les régions désertiques, le lessivage des pierres se fait plus lentement, mais crée tout de même des conditions pour la formation de grès et d'autres formes sédimentaires. Ce processus, observable en pratique, illustre comment même les plus petites gouttes d'eau peuvent, au fil du temps, transformer radicalement le visage de la planète en interagissant avec les minéraux et les éléments qui la composent. À la limite de l'ère archéenne et de l'ère protérozoïque, il y a environ 2,5 milliards de millions d'années, un événement crucial pour la formation de l'atmosphère terrestre s'est produit. La formation de la couche d'ozone primaire a commencé. La lumière solaire, en pénétrant dans les couches supérieures de l'atmosphère, a déclenché des réactions photochimiques, au cours desquelles les molécules d'oxygène, produites par la photosynthèse, ont commencé à interagir activement avec la lumière ultraviolette. Ces interactions entraînaient la décomposition des molécules d'oxygène en atomes qui se combinaient ensuite avec d'autres atomes d'oxygène pour former des molécules d'ozone. À cette époque, lorsque la planète n'était pas encore protégée des effets nocifs du rayonnement cosmique, un bouclier invisible se formait progressivement à haute altitude au-dessus de la surface terrestre. Cette couche d'ozone
est devenue une barrière qui retenait une grande partie du rayonnement ultraviolette, protégeant ainsi les organismes vivants de son effet destructeur. L'importance de ce processus pour le développement futur de la vie sur Terre est difficile à surestimer, car il a créé des conditions plus favorables pour l'évolution des organismes, leur permettant de s'aventurer sur la terre ferme et de s'adapter à de nouveaux environnements. La formation de la couche d'ozone n'était pas seulement un phénomène physique, c'était un saut qualitatif qui a déterminé le destin ultérieur de la biosphère. Au cours de la formation de cette couche, diverses molécules interagissaient entre elles, créant des structures plus complexes qui sont devenues la base pour l'évolution chimique ultérieure. Avec chaque million d'années, la couche d'ozone devenait de plus en plus épaisse, et à la fin de l'ère protérozoïque, elle avait atteint une épaisseur significative, permettant à la vie sur Terre de se développer et de se diversifier. Ce bouclier invisible, que nous percevons comme une évidence, est devenu l'un des facteurs les plus importants favorisant l'émergence et la maintenance de la vie sur la planète. Les recherches les plus importantes menées au XXe siècle ont confirmé que sans cette couche, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Des astronomes et des géologues comme le Dr John Kerrill ont mené de nombreuses recherches pour déterminer comment exactement la couche d'ozone s'est formée et comment son absence aurait pu affecter l'existence des premiers organismes vivants sur Terre. Par exemple, les données des couches géologiques montrent que, avant la formation de la couche d'ozone, le niveau de rayonnement ultraviolette était de plusieurs fois plus élevé qu'aujourd'hui, rendant la surface de la planète practically inhospitalière pour la vie. Les fossiles conservés, comme les stromatolites, témoignent de la manière dont la vie s'est adaptée à ces conditions changeantes. Ce processus de formation de la couche d'ozone est devenu l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Terre, ouvrant de nouvelles perspectives pour la vie, favorisant sa diversité et son développement complexe. Dans les océans primitifs de la Terre, où régnait le chaos, un processus unique a débuté, comparable à une danse chimique où des molécules simples se combinaient pour former des structures plus complexes. Cela s'est produit il y a environ 4 milliards d'années, lorsque la planète n'avait pas encore de vie, mais que les conditions commençaient à se former pour son apparition. L'énergie provenant des éclairs et le rayonnement ultraviolet traversant l'atmosphère catalysaient les réactions, menant à la formation de nouveaux composés. Ces molécules, qui paraissaient alors insignifiantes, interagissaient entre elles, formant des chaînes qui devenaient de plus en plus complexes et organisées au fil du temps. Pendant des millions d'années, dans des conditions de températures et de pression élevées, des collisions et des réactions constantes se produisaient, donnant naissance aux premières structures organiques. C'était une époque où les molécules, comme des danseurs, échangeaient des partenariats, créant de nouvelles liaisons et structures qui devenaient la base des premières formes de vie simples. Ces molécules, y compris celles dérivées des gaz atmosphériques, tombant dans l'océan, se retrouvaient dans ce bouillon primitif, créant quelque chose de bien plus complexe que chacune d'elles prise individuellement. Des scientifiques comme Stanley Miller en 1953 ont prouvé qu'il était possible d'obtenir des composés organiques tels que des acides aminés dans des conditions imitant la Terre primitive, ce qui confirme la possibilité de l'apparition de la vie dans de telles conditions. L'énergie des éclairs, comme l'ont montré les expériences, pouvait mener à la formation de ces molécules, créant des conditions pour leur combinaison et leur évolution. Dans ce processus, les sources thermales ont également joué un rôle, en émettant de la chaleur et en fournissant l'environnement nécessaire pour les réactions. Ainsi, dans les océans primitifs, se déroulait un véritable spectacle chimique où des composants simples donnaient naissance à des structures plus complexes, formant la base de l'apparition de la vie sur Terre. Dans ce contexte, il est important de noter que ces molécules, dotées de propriétés uniques, sont devenues la base de la formation des premières cellules qui, au fil des milliards d'années, ont évolué en organismes multicellulaires. L'hypothèse du monde de l'ARN constitue l'une des concepts les plus intrigants de l'évolution prébiologique, considérant les molécules d'ARN comme des précurseurs possibles des premiers organismes vivants. L'ARN, ou acide ribonucléique, possède une capacité unique à stocker simultanément des informations génétiques et à catalyser des réactions chimiques, ce qui en fait le candidat idéal
pour le rôle de l'élément premier dans l'origine de la vie. La première idée liée à cette hypothèse a été formulée en 1962 par le biochimiste Francis Crick et ses collègues, qui ont suggéré que l'ARN pourrait remplir les fonctions à la fois de l'ADN et des protéines. Ces molécules auraient pu fonctionner comme des systèmes simples qui ne réagissent pas seulement à leur environnement, mais s'adaptent à lui, ce qui constitue une étape importante vers le développement de formes de vie plus complexes. Les molécules d'ARN, capables de se reproduire elles-mêmes, auraient fourni les premières formes de l'évolution chimique, où les réactions chimiques et leurs résultats devenaient la base pour l'apparition de nouvelles structures. Étant capables de former diverses structures, telles que les virosomes, elles auraient pu interagir avec leur environnement, en extrayant les substances nécessaires à leur existence et à leur reproduction. Cela crée l'image des premiers candidats à la vie, oscillant entre la matière inerte et vivante. Un aspect important est que ce processus n'était pas accidentel, mais le résultat d'une longue évolution chimique où les molécules d'ARN se sont développées et adaptées aux conditions de la Terre primitive. Des scientifiques comme Jack Szostak ont mené des expériences montrant que les molécules d'ARN peuvent se former spontanément dans des conditions imitant la Terre primitive, ce qui confirme leur origine naturelle. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de l'origine de la vie et met en lumière les mécanismes complexes qui pourraient avoir dirigé ce processus. Par exemple, en 1991, Szostak et ses collègues ont démontré que des molécules d'ARN simples peuvent catalyser des réactions, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à la vision de l'ARN comme précurseur de la vie. Ainsi, l'ARN pourrait devenir l'élément principal reliant la nature inerte au système vivant, ouvrant de nouvelles perspectives dans l'étude de l'origine de la vie sur Terre. Les recherches menées au cours des dernières décennies montrent que les molécules d'ARN peuvent accomplir de nombreuses fonctions différentes, y compris la régulation et la gestion des processus biochimiques, ce qui confirme encore davantage leur rôle clé dans l'évolution. La formation des premières membranes cellulaires a été une étape cruciale dans l'histoire de la vie sur Terre. Les molécules lipides dans un environnement aqueux possèdent deux parties différentes, hydrophobe et hydrophile. Cette structure unique leur permet de s'auto-assembler spontanément en double couche, formant des films minces que l'on peut considérer comme les premières membranes cellulaires. Ce processus, survenu il y a environ 3,5 milliards d'années, a conduit à la formation de microbules appelées liposomes. L'eau, en tant que solvant universel, force les queues hydrophobes des molécules à se cacher à l'intérieur, tandis que les têtes hydrophiles sont dirigées vers l'extérieur, formant des enveloppes protectrices. Ces membranes extrêmement fines créaient des espaces isolés où pouvaient se produire des réactions chimiques plus complexes. Sans une telle séparation, il serait difficile d'imaginer le développement de la vie, car elle permettait à l'organisme de protéger son contenu interne de l'environnement externe et de contrôler les échanges métaboliques. Les liposomes, constitués de phospholipides, ne servaient pas seulement de barrière physique, mais aussi de plateforme pour des processus biochimiques ultérieurs, tels que la synthèse des protéines. Ce sont ces membranes qui ont été les précurseurs des cellules que nous observons aujourd'hui. Des recherches menées à la fin du XXe siècle ont montré que de telles structures peuvent se former spontanément en conditions de laboratoire, ce qui indique leur possible origine naturelle sur la Terre primitive. Un aspect crucial de ce processus est que la formation de membranes a contribué à la création de micro-environnements spécialisés où pouvaient se développer les précurseurs des organismes vivants. Ces premières membranes offraient les conditions nécessaires à l'apparition du métabolisme, et donc à l'évolution. La formation de membranes cellulaires à partir de lipides est devenue la base de toutes les cellules vivantes connues aujourd'hui. Chaque cellule, qu'il s'agisse d'une bactérie ou d'un organisme multicellulaire complexe, possède une telle membrane qui la protège des influences extérieures et lui permet d'échanger des substances avec son environnement. Cette protection et cette isolation des molécules sont devenues des conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur notre planète. L'étude de l'apparition des premières protocellules constitue un processus fascinant qui s'étend sur des milliards d'années, débutant avec la formation de la Terre il y a environ 40 milliards d'années.
À cette époque, les molécules résultant de réactions chimiques ont commencé à interagir entre elles, créant des systèmes complexes. Il y a environ 3,5 milliards d'années, dans les océans de notre planète, remplis de substances organiques, un processus a débuté que l'on peut décrire comme un murmure à peine perceptible, évoluant progressivement en une symphonie de la vie. Cette symphonie était composée de systèmes moléculaires qui ont commencé à acquérir des propriétés caractéristiques des organismes vivants, telles que la reproduction et le métabolisme. Ces molécules, composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'autres éléments, pouvaient former des structures plus complexes grâce à des réactions chimiques se déroulant dans des conditions similaires à celles des sources hydrothermales modernes. Dans ces conditions, les températures élevées et la pression favorisaient la formation des premiers composés organiques, posant ainsi les bases du développement ultérieur de la vie. Par exemple, le célèbre scientifique Stanley Miller, en 1953, a conduit une expérience où il a créé des acides aminés nécessaires à la vie en utilisant des substances chimiques simples et des décharges électriques imitant les conditions de la Terre primitive. Progressivement, les molécules ont commencé à former des systèmes plus complexes qui pouvaient interagir avec leur environnement, réagissant aux changements de température et de composition chimique, ce qui indique le premier pas vers l'évolution des organismes vivants. Cette interaction entre les molécules est devenue la base de l'échange de substances, où les molécules absorbaient des nutriments et émettaient des déchets, ce qui est un aspect crucial de tout système vivant. Ce processus était lent et progressif, et la frontière entre le non-vivant et le vivant devenait de plus en plus floue. Un exemple de cette gradualité peut être considéré comme la formation de membranes qui assuraient l'isolation et la protection, mais permettaient également aux molécules d'échanger des substances avec leur environnement. Ces membranes, bien qu'elles ne fussent pas des structures cellulaires complètes, ont commencé à remplir des fonctions nécessaires à la vie. Au fil du temps, des molécules telles que l'ARN ont commencé à montrer une capacité à se reproduire, ce qui est devenu un moment clé dans l'évolution des premières protocellules. Les recherches montrent que ces molécules pouvaient non seulement se copier elles-mêmes, mais aussi s'adapter aux conditions changeantes de leur environnement. Parallèlement, des voies métaboliques simples se sont formées, permettant à ces systèmes moléculaires d'absorber et de transformer l'énergie de leur environnement, ce qui a encore plus flou la frontière entre le non-vivant et le vivant. Dans ce contexte, il est important de noter que le processus d'apparition des premières protocellules n'était pas instantané, mais représentait une longue évolution où chaque étape était le résultat d'un réseau complexe d'interactions chimiques. En fin de compte, cette approche pour comprendre l'origine de la vie nous permet de mieux comprendre comment une complexité de molécules simples a pu donner naissance à un système capable de se reproduire et de s'adapter. Dans les océans remplis de réactions chimiques, la vie a commencé à naître, menant finalement à l'apparition d'une incroyable diversité d'organismes que nous observons aujourd'hui. Les stromatolites sont les plus anciens témoignages de la vie microbienne sur Terre et représentent des structures stratifiées uniques formées par l'activité des cyanobactéries et d'autres micro-organismes dans les mers peu profondes. Ces structures peuvent être considérées comme les premiers écosystèmes de la planète, où les micro-organismes vivaient en interaction étroite les uns avec les autres. Elles se formaient par le dépôt de carbonate de calcium, produit par les cyanobactéries lors de la photosynthèse. Les stromatolites se présentent sous la forme de petites collines croissant au fond des océans primitifs et atteignant généralement une hauteur de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les plus anciens spécimens de stromatolites ont été trouvés en Australie, dans la formation de Fortescue, et datent d'environ 3,5 milliards d'années. Cela indique que la vie microbienne est apparue sur Terre très tôt dans son histoire. Les stromatolites croissent extrêmement lentement, parfois de seulement quelques millimètres par an, ce qui en fait des véritables fossiles vivants. Ils continuent d'exister aujourd'hui, et les plus célèbres stromatolites modernes peuvent être observés dans les lagunes des Bahamas et en Australie, où ils continuent de jouer leur rôle écologique. Dans ces structures anciennes, on peut observer une texture stratifiée, rappelant un gâteau à plusieurs couches,
où chaque couche est le résultat de l'interaction des micro-organismes avec leur environnement. Ces formations stratifiées servent non seulement d'indicateurs des écosystèmes anciens, mais aussi de sources importantes d'informations sur les conditions climatiques et la composition chimique des océans à différentes époques géologiques. Par exemple, l'analyse de la composition chimique des stromatolites de la formation de l'Aptien en Nouvelle-Zélande a révélé que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère était beaucoup plus bas à l'époque où ils se formaient. Ainsi, les stromatolites ne sont pas seulement des témoignages de la vie ancienne, mais aussi des marqueurs importants pour comprendre l'évolution de l'atmosphère et des océans sur notre planète. Les recherches sur les stromatolites ont été menées par de nombreux scientifiques renommés, tels que le docteur David Lipps, qui a publié des travaux sur leur importance dans l'étude des formes de vie primitives en 2005. Les stromatolites continuent d'intéresser les scientifiques, car leur étude peut apporter des éclaircissements sur l'apparition de la vie sur d'autres planètes, telles que Mars, où les conditions pourraient avoir été similaires à celles qui existaient sur la Terre primitive. Ils sont des éléments clés dans l'étude non seulement de la biologie, mais aussi de la géologie, car leur structure stratifiée reflète les changements dans les conditions environnementales et climatiques sur des milliards d'années. Le processus de photosynthèse chez les cyanobactéries les plus anciennes, apparu il y a environ 3 milliards d'années, a constitué une véritable révolution dans la biosphère de la Terre. Ces organismes microscopiques, mesurant seulement quelques micromètres, ont commencé à utiliser l'énergie solaire pour synthétiser des composés organiques à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Les cyanobactéries photosynthétiques, telles que Synechococcus et Prochlorococcus, utilisent la chlorophylle et d'autres pigments pour capter la lumière solaire. Au cours de la photosynthèse, elles transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique, libérant de l'oxygène dans l'atmosphère en tant que sous-produit. Cet événement, connu sous le nom de grande oxydation, s'est produit il y a environ 2,5 milliards d'années et a entraîné une transformation radicale de la composition chimique de l'atmosphère terrestre. Avant cet événement, l'atmosphère était principalement composée de méthane et d'ammoniac, tandis qu'après l'apparition des cyanobactéries, le niveau d'oxygène a commencé à augmenter rapidement. L'oxygène, qui se dissolvait initialement dans les océans, a bientôt rempli l'atmosphère, favorisant l'évolution des organismes aérobies. Ainsi, les cyanobactéries n'ont pas seulement survécu, mais ont également activement modifié les conditions de leur environnement, créant des conditions favorables à la vie des organismes plus complexes. Au fil des millions d'années, ces micro-organismes, se répandant sur la planète, ont formé la base de tous les écosystèmes ultérieurs. Leurs processus photosynthétiques n'ont pas seulement modifié l'atmosphère, mais ont également influencé le climat, contribuant à la formation de la couche d'ozone qui protège les organismes vivants des rayons ultraviolets nocifs. Grâce à ces petits êtres, la vie sur Terre a pu évoluer en une grande diversité de formes, allant des organismes unicellulaires les plus simples aux organismes multicellulaires les plus complexes. Des scientifiques comme le biochimiste et le biologiste moléculaire le Dr Christopher Kaminski soulignent que la photosynthèse des cyanobactéries a été la base de la formation de la biosphère telle que nous la connaissons. Ces organismes n'ont pas seulement fourni de l'oxygène à l'atmosphère, mais sont également devenus la principale source de nourriture pour de nombreux autres êtres vivants. L'importance des cyanobactéries dans les écosystèmes est inestimable. Elles participent au cycle biogéochimique, fixant le carbone et l'azote, ce qui contribue à maintenir l'équilibre dans la nature. Les cyanobactéries microscopiques, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, ont eu un impact colossal sur la vie sur Terre, et leur activité photosynthétique continue d'influencer l'atmosphère et le climat de notre planète. Au cours de millions d'années, les organismes photosynthétiques, tels que les cyanobactéries, ont commencé à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Ce processus, qui peut être imaginé comme une longue et imperceptible transformation de la planète, a non seulement changé la couleur du ciel, mais aussi la composition des océans, les remplissant d'un nouveau élément chimique. Au début, lorsque l'oxygène commençait à s'accumuler, l'atmosphère était similaire à un désert où régnaient les organismes anaérobies,
ignorant ce qu'était la respiration à l'oxygène. Chaque année, chaque vague d'activité photosynthétique, le ciel devenait de plus en plus bleu, et les océans de plus en plus riches en nouveaux composés, créant des conditions qui pouvaient soutenir la vie telle que nous la connaissons. Cependant, ce processus n'était pas inoffensif. L'oxygène, étant toxique pour la plupart des formes de vie existantes à l'époque, a été à l'origine de massives extinctions. De nombreux organismes, qui avaient évolué pendant des millions d'années dans un environnement sans oxygène, n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions et sont morts. Cependant, cet élément toxique a ouvert de nouvelles perspectives évolutives pour ceux qui ont survécu. Grâce à l'oxygène, de nouveaux groupes d'organismes tels que les algues multicellulaires et, par la suite, les animaux, ont pu se développer et s'adapter à divers environnements. L'oxygène est devenu la base de complexes processus métaboliques, permettant aux êtres vivants d'utiliser efficacement l'énergie provenant de la nourriture. Ce changement a conduit à une diversité de formes de vie et a ouvert la voie à l'apparition de systèmes écologiques complexes. Ainsi, en conséquence de l'événement oxygénique, la Terre n'a pas seulement changé d'apparence, mais a jeté les bases de l'évolution future. En fin de compte, cette transformation est devenue l'un des moments les plus importants de l'histoire de notre planète. L'oxygène, qui était autrefois mortel pour les anciens habitants de la Terre, est maintenant un élément vital pour les êtres qui sont apparus plus tard. Grâce à lui, des systèmes de vie complexes se sont développés et continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui, y compris nous, les humains. Les rouges couches de fer sont des formations géologiques uniques qui témoignent de la saturation des océans en oxygène, survenue il y a environ 2,5 milliards d'années, lors de l'époque connue sous le nom de catastrophe de l'oxygène. Ces roches sont composées de couches alternées riches en fer et en silice, formant des bandes spectaculaires qui racontent le processus par lequel le fer dissous dans l'eau de mer réagissait avec l'oxygène pour former des oxydes et se déposer en sédiments. Un rôle crucial dans ce processus était joué par les micro-organismes, tels que les cyanobactéries, qui ont commencé à effectuer la photosynthèse, libérant de l'oxygène dans l'atmosphère et les océans. Cet oxygène s'accumulait et, en entrant en contact avec le fer dissous, formait des oxydes de fer qui se déposaient ensuite au fond des océans. Un exemple de telle formation est la formation de Gauteng en Afrique du Sud, où les couches peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ces roches ne sont pas seulement des formations géologiques, elles constituent un registre inscrit dans la pierre qui reflète l'un des moments les plus marquants de l'histoire de la Terre. Chaque couche de fer rouge est un archivage qui conserve des informations sur les changements chimiques et climatiques survenus sur la planète, ainsi que sur l'adaptation de la vie à de nouveaux environnements. Grâce à ces couches, les géologues et les paléontologues peuvent reconstituer l'image des anciens océans et du climat, permettant ainsi de mieux comprendre l'évolution de notre planète au fil des millions d'années. En Russie, sur l'Ural, des formations similaires ont également été découvertes, datées des mêmes périodes que celles de l'Afrique du Sud, et offrant la possibilité d'étudier l'impact de la saturation en oxygène sur l'écosystème global. Les couches de fer formées dans des conditions de basse température et de pression montrent que le processus de leur formation était lent et continu, ce qui est confirmé par diverses méthodes de datation, y compris les recherches radiométriques. Ces roches ne sont pas seulement des témoignages des anciens océans, mais aussi des indicateurs importants des changements dans la biosphère, lorsque la vie a commencé à influencer la composition de l'atmosphère et de l'hydrosphère, ce qui a ensuite formé la base de l'évolution des formes de vie complexes, y compris les premiers organismes multicellulaires. L'hypothèse de la Terre de glace suggère que, il y a environ 800 millions d'années, notre planète pouvait être presque entièrement recouverte de glace. Cette période est appelée le néoprotérozoïque, et sa particularité réside dans le fait que la température à la surface de la Terre pouvait atteindre des valeurs critiques et que les océans se transformaient en déserts glacés. Les causes de ce refroidissement global sont liées à des changements dans la composition de l'atmosphère, en particulier à une diminution brutale de la concentration de dioxyde de carbone, qui, comme on le sait, joue un rôle crucial dans l'effet de serre. En conséquence de ce refroidissement,
La température à l'équateur pouvait chuter à moins 40 degrés Celsius, rendant la vie sur la planète extrêmement difficile. En imaginant cette époque, on peut se représenter la Terre enveloppée dans une carapace de glace avec des oasis rares d'eau ouverte se formant autour d'îles volcaniques. Ces îles, grâce à leurs volcans actifs, créaient des conditions thermiques locales permettant à certaines formes de vie de survivre dans cet environnement hostile. Cependant, les conditions étaient si rigoureuses que seules les formes de vie les plus adaptées pouvaient exister dans de telles conditions. Les recherches montrent que c'est à cette période que s'est produit la sélection naturelle des formes de vie les plus robustes, formant la base de l'évolution ultérieure. Par exemple, dans les montagnes de Tasmanie, des fossiles datés de cette époque ont été découverts, témoignant de l'existence d'organismes simples tels que des algues microscopiques et des bactéries capables de survivre dans des conditions de froid permanent et de faible luminosité. Ces organismes sont devenus la base de systèmes écologiques plus complexes qui ont commencé à se développer lorsque le climat est devenu plus doux. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, l'époque de la Terre de glace a joué un rôle crucial dans la formation de la biosphère en sélectionnant les organismes qui ont ensuite pu s'adapter aux conditions changeantes. Il est important de noter que l'hypothèse de la Terre de glace est encore largement débattue parmi les scientifiques et de nombreux chercheurs, tels que le Dr David Leving de l'Université de Leicester, continuent d'étudier les données géologiques pour mieux comprendre les changements climatiques de cette époque. Une compréhension approfondie de ces processus peut non seulement nous aider à comprendre notre histoire, mais aussi à prévoir comment les changements climatiques peuvent influencer la vie sur Terre à l'avenir. Les premières cellules eucaryotiques sont apparues il y a environ 2 milliards d'années et ont représenté un véritable tournant dans l'évolution de la vie sur Terre. Ces cellules, dotées d'une organisation complexe, ressemblaient à de mini-villes où chaque organelle remplissait une fonction unique, comme un quartier distinct dans une mégapole. Contrairement aux cellules prokaryotiques, les eucaryotes possédaient un noyau qui protégeait leur matériel génétique, ainsi qu'un grand nombre d'organites, tels que les mitochondries et les chloroplastes, qui fournissaient de l'énergie à la cellule et lui permettaient de réaliser la photosynthèse. Ce niveau d'organisation a permis aux cellules de se développer et de s'adapter à divers environnements. Par exemple, les mitochondries, au fil de l'évolution, sont devenues la principale source d'énergie pour les cellules, transformant l'énergie chimique en une forme utilisable. Cette étape a ouvert la voie à la multicellularité, car les cellules ont commencé à se regrouper en organismes complexes, capables de réaliser des fonctions plus complexes et d'interagir entre elles. Ainsi, il y a environ 600 millions d'années, lorsque ces premiers eucaryotes ont commencé à apparaître dans les environnements aquatiques, ils ont posé les bases de toutes les formes de vie modernes, y compris les plantes, les animaux et les champignons. Une particularité essentielle des cellules eucaryotiques est leur capacité à échanger du matériel génétique, ce qui leur permet d'évoluer plus rapidement et de s'adapter à de nouveaux environnements. Cela a favorisé l'apparition de novations évolutives. Par exemple, l'apparition des organismes multicellulaires est due au fait que les cellules ont commencé à se spécialiser dans l'exécution de fonctions spécifiques, ce qui a permis l'existence de formes de vie plus complexes. Les premiers organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 600 millions d'années et sont devenus les ancêtres de tous les animaux modernes. Les cellules eucaryotiques ont été un moment clé dans l'histoire de la vie sur Terre, ouvrant la voie à la diversité des formes et des écosystèmes que nous observons aujourd'hui. La découverte des premiers eucaryotes a été rendue possible grâce aux travaux de nombreux scientifiques, tels que Lynn Margulis, qui a proposé la théorie de l'évolution symbiotique, expliquant comment les cellules pouvaient se regrouper et se développer ensemble pour former des structures plus complexes. Ces cellules sont devenues la base du développement de tous les organismes vivants et leur diversité constitue la base de la biosphère dans laquelle nous vivons. La théorie de l'endosymbiose, proposée au milieu du XXe siècle par le scientifique Lynn Margulis, soutient que certaines organelles des cellules eucaryotes, telles que les mitochondries et les chloroplastes, ont évolué à partir de bactéries englouties. Au cours de l'évolution, une cellule pouvait en engloutir une autre,
mais au lieu de la digérer comme dans un processus de digestion normal, elle établissait avec elle des relations mutuellement bénéfiques. Par exemple, les ancêtres des mitochondries actuelles étaient probablement des bactéries aérobies libres qui fournissaient à leur hôte de l'ATP, une molécule essentielle pour obtenir de l'énergie. En échange, la cellule engloutie recevait une protection contre l'environnement extérieur et un accès à des nutriments. Ce processus peut être comparé à une transaction mutuellement bénéfique où les deux parties tirent profit. De telles unions pourraient s'être produites à plusieurs reprises au fil des millions d'années, menant à la formation de structures cellulaires plus complexes. Par exemple, dans certaines cellules végétales, les chloroplastes, capables de photosynthèse, proviennent de cyanobactéries qui, en entrant dans la cellule, ont commencé à produire du glucose, tandis que leurs hôtes leur fournissaient les conditions nécessaires pour vivre. Ce processus illustre comment des organismes autrefois concurrents sont devenus des parties intégrantes d'un tout, augmentant ainsi leur capacité fonctionnelle. Les recherches montrent que de telles relations symbiotiques pourraient avoir formé la base de l'évolution des organismes complexes. Par exemple, en résultat de telles symbioses, des changements métaboliques se sont produits, permettant aux cellules d'utiliser efficacement l'oxygène, ce qui a conduit à l'apparition des organismes multicellulaires. Il est intéressant de noter que les recherches actuelles sur le matériel génétique des mitochondries montrent que leur ADN diffère de celui du noyau cellulaire, ce qui confirme leur origine bactérienne. Ces découvertes soulignent que le processus d'endosymbiose n'est pas seulement crucial pour comprendre l'évolution cellulaire, mais qu'il montre également comment la vie sur Terre s'est développée grâce à la coopération. Les scientifiques continuent d'étudier comment de telles relations symbiotiques peuvent se former chez les organismes modernes, ce qui pourrait fournir des clés pour comprendre l'évolution de la vie sur notre planète. Il est important de noter que de tels symbiotes n'étaient pas toujours stables, et de nombreux anciens syndicats pouvaient disparaître, mais ceux qui ont survécu ont conduit à la formation de nouvelles formes de vie. Les premiers organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 800 millions d'années, lorsque des cellules isolées ont commencé à se regrouper en colonies primitives. Ces colonies représentaient un intermédiaire entre les plantes et les animaux, flottant dans les mers anciennes, riches en nutriments. Les organismes multicellulaires, tels que les algues, n'étaient ni entièrement végétaux ni entièrement animaux, mais plutôt quelque chose de nouveau qui s'était formé à la suite d'un symbiose unique. Un aspect important de leur existence était que chaque cellule dans la colonie remplissait une fonction spécialisée, ce qui permettait à l'organisme de fonctionner plus efficacement. Par exemple, un groupe de cellules pouvait se consacrer à la photosynthèse, tandis qu'un autre groupe assurait le mouvement et la protection contre les prédateurs. Ces êtres primitifs étaient extrêmement simples par rapport aux formes de vie modernes, mais leur apparition a été un pas révolutionnaire dans l'évolution, permettant à la nature d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation de la vie. Le processus de regroupement des cellules a marqué une véritable révolution évolutive. L'apparition de la multicellularité a ouvert la voie à des formes de vie complexes que nous observons aujourd'hui. Des scientifiques comme le biologiste David Taylor affirment que ces premiers organismes multicellulaires ont été les ancêtres de tous les animaux et plantes modernes. Au cours de leur existence, ils pouvaient atteindre des tailles de plusieurs centimètres, ce qui était un exploit significatif pour leur époque. Ces organismes ne possédaient ni système nerveux ni organes complexes, mais leur simplicité était compensée par l'efficacité de l'interaction entre les cellules. Par exemple, dans les colonies de simples algues, les cellules pouvaient échanger des substances par des contacts directs, ce qui assurait leur survie dans les conditions difficiles de l'océan ancien. De telles colonies, composées de centaines et même de milliers de cellules, pouvaient former des structures rappelant les colonies de coraux modernes. Cette avancée dans l'évolution a été la base pour l'apparition de formes multicellulaires plus complexes, telles que les éponges et les vers plats, qui sont apparus beaucoup plus tard, il y a environ 500 millions d'années. Les premiers organismes multicellulaires ont été une étape importante dans le développement de la vie sur Terre, ce qui est confirmé par les découvertes telles que les traces fossiles trouvées dans la formation d'Ediacara
datées d'environ 600 millions d'années. Ces traces montrent qu'il existait déjà des organismes avec différentes morphologies et capacités sur Terre. La biota édiacarienne représente l'un des organismes multicellulaires les plus anciens connus sur Terre. Ces êtres, qui existaient il y a environ 600 millions d'années, étaient radicalement différents de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Leur corps était plat et mou, rappelant des feuilles ou des plumes, ce qui les rend extrêmement difficiles à classer selon les normes modernes. Par exemple, des organismes comme Dickinsonia atteignaient jusqu'à 1 mètre de long et avaient une forme rappelant de grandes feuilles qui se balançaient lentement dans les courants marins. Tandis que nous sommes habitués à des squelettes rigides et à des formes de vie prédatrices, les édiacariens vivaient dans un monde où il n'y avait aucun prédateur. C'était une époque où la vie sur Terre commençait à explorer la forme multicellulaire, et la biota édiacarienne est un exemple éclatant de ce processus. Dans les océans remplis de sédiments mous, leurs formes étranges, semblables à celles d'une science-fiction, se déplaçaient gracieusement, laissant des traces sur le fond que nous étudions aujourd'hui. Ces organismes semblaient faire partie d'une autre réalité, étrangère à notre écosystème habituel. Ils présentaient une diversité de formes et de structures, allant des formes étranges rappelant des méduses, à des formes plus complexes comme Charniodiscus, qui avaient des tiges fixées au fond marin. Étant donné que la biota édiacarienne existait avant l'apparition des squelettes rigides, de tels organismes comme les méduses nubiles ne créaient pas les écosystèmes habituels basés sur des chaînes alimentaires et la prédation. Ils existaient simplement en absorbant des nutriments de l'eau, et leur mode de vie était complètement différent de ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Cette époque n'était pas seulement un expériment de l'évolution, mais aussi un prototype des écosystèmes futurs qui remplirent plus tard les océans et la Terre. Leur absence de structure rigide complique l'étude des édiacariens et suscite des débats parmi les scientifiques sur leur classification et leur importance. L'un de ces chercheurs était David Greff, qui, dans son travail en 2005, a décrit l'importance de ces organismes dans le contexte de l'évolution de la vie multicellulaire. C'est à cette période que nous commençons à voir comment la vie sur Terre change rapidement, préparant le terrain pour l'apparition d'organismes plus complexes. La biota édiacarienne est devenue la clé pour comprendre à quoi ressemblaient les premiers organismes multicellulaires et comment ils étaient liés aux formes de vie ultérieures. Cette biologie approfondie laisse beaucoup de questions, en particulier sur leur origine et leur extinction, ce qui rend leur étude non seulement fascinante, mais aussi nécessaire pour comprendre l'histoire évolutive de notre planète. Les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles formes et d'étudier celles qui existent déjà, et chaque nouvelle découverte apporte généralement plus de questions que de réponses. En fin de compte, c'est ce qui rend la biota édiacarienne si attrayante pour l'étude. En 2030, en Australie, une nouvelle forme a été découverte qui pourrait éclairer les dernières énigmes de cette époque ancienne. L'évolution de la Terre au fil de milliards d'années est un voyage fascinant qui mérite l'attention. Imaginez notre planète, au début de son existence, comme une boule incandescente entourée de gaz toxiques et d'une activité volcanique intense. Elle a traversé des catastrophes inimaginables, comme les collisions avec des météorites qui ont formé le cratère lunaire, ainsi que des époques où l'eau remplissait les dépressions de sa surface, transformant ces dernières en océans pleins de mystères. Ensuite, au cours des périodes glaciaires, où de vastes masses de glace recouvraient les continents, la Terre changeait lentement mais sûrement son apparence et son climat, créant des conditions propices à la vie. Ces conditions, comme des courants d'eau réfractant la lumière, ont conduit à une diversité infinie d'organismes, allant des formes unicellulaires les plus simples aux êtres multicellulaires les plus complexes. L'unicité de ce parcours est indéniable. Chaque étape franchie par la Terre était nécessaire pour aboutir aux écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, le résultat de ce processus colossal est extrêmement fragile. Les conditions de vie modernes que nous prenons pour acquises dépendent de l'équilibre et de l'interaction de nombreux facteurs, du climat à l'écologie. Le fait que nous puissions étudier cette histoire, allongés dans notre lit,
met en valeur la valeur de notre planète. Ce n'est pas seulement notre maison, c'est le résultat de milliards d'années d'évolution, de catastrophes et de triomphes. Et lorsque nous fermons les yeux et nous endormons, nous avons la possibilité de rêver aux anciens océans où la vie commençait à peine et aux premières lueurs de l'existence sur la jeune Terre. Chaque étoile dans le ciel peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cet immense cosmos et que notre histoire n'est qu'une des innombrables histoires en attente d'être découverte.